Par exemple, il y a un nouvel acteur sur les marchés qui est XTX, et donc cette société-là, il dit « je ne veux pas me battre avec le très court terme, mais je me bats à essayer de prévoir le cours, notamment des devises, sur 5 secondes. » Xavier Delmas. Je suis loueur meublé professionnel. À côté de ça, j'ai beaucoup d'actifs en bourse, et j'ai aussi profité de ce changement de vie pour créer du contenu à travers du site de Zone Bourse. J'arrive pas à m'enlever de la tête que si une boîte, elle pèse 200 millions, et qu'elle a une certaine durée de vie, en fait, c'est quand même qu'il y a des raisons. Quel est le métier de la finance, à ton avis, qui a de l'avenir? C'est compliqué, les métiers de la finance. Et je reçois pas mal de questions de ce genre-là des étudiants. Le monde de la finance, moi, entre quand j'ai commencé et maintenant, il s'est complètement transformé. Invert, always invert. Il faut inverser, surtout pour répondre à une question difficile. Si tu te dis je veux trouver la femme de ma vie, c'est plus facile d'abord se dire quel type de personnalité ou de physique je ne veux pas. Tu vois, en immobilier, c'est pareil. Est-ce que tu pourrais peut-être citer une entreprise pourquoi pas française, que tu affectionnes particulièrement? Alors, je ne vais pas prendre une française. La question qu'on veut réellement poser, c'est est-ce que tout le monde peut surperformer le marché? Est-ce que tout le monde peut battre le marché? Et la nuance, elle est là. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Finfluence. Aujourd'hui, j'accueille Xavier Delmas. Merci beaucoup Xavier pour t'être déplacé, pour être venu pour ce nouvel épisode de Finfluence. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Xavier Delmas, j'ai 46 ans déjà. Donc en fait, j'ai un parcours à la base assez traditionnel dans la finance. J'ai fait un master banque et finance à Lyon. Ensuite, j'ai rejoint la salle des marchés dérivés actions de BNP Paribas, à peu près de 2000 à 2008 à Paris et puis ensuite à Londres, où j'ai fait de l'event-driven ou des situations spéciales. En gros, c'est tout ce qui est un peu ce qui sort de l'ordinaire sur les marchés, les OPA, les fusions, les faillites, les liquidations, etc. Plus du trading algorithmique. Donc j'ai adoré ça. Et puis, comme tout, on se lasse un petit peu de tout ça. Et puis en 2008, j'étais à Londres, situation un peu compliquée sur les marchés. C'était avant la faillite de Lehman, mais quand on était à l'intérieur d'une salle de marché, on voyait déjà que c'était compliqué. Et là, j'ai fait un petit changement de vie. Je suis parti à Genève dans la banque privée, donc toujours quand même dans le milieu bancaire. J'ai quitté les marchés, c'était vraiment du côté opérationnel. J'étais manager, en fait, je manageais des équipes vraiment dans le côté opération. J'ai fait ça jusqu'en 2008. Et puis en 2008, j'ai fait une petite crise de la quarantaine. J'avais déjà pas mal d'argent de côté. Je savais que je pouvais vivre de mon patrimoine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans le sud-ouest, beaucoup investi dans l'immobilier. C'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Je suis, en termes de statut social, je suis loueur meublé professionnel. À côté de ça, j'ai beaucoup d'actifs en bourse. C'est ma passion. Et j'ai aussi profité de ce changement de vie pour créer du contenu au travers du site de Zone Bourse, en fait, chaîne YouTube Zone Bourse, podcast Zone Bourse. Au départ, c'était purement pour en fait, avoir un statut social, parce que je n'avais pas de statut particulier. Voilà. Et les rentiers comprennent. Alors, je ne me considère pas comme rentier, mais voilà, sinon il faut payer une taxe, PUMA, etc. Donc moi, j'ai pris le parti d'avoir une petite activité de création de contenu et j'y ai pris goût. Voilà, j'y ai vraiment pris goût. Maintenant, ça me plaît énormément de faire ces podcasts et vidéos. Et ça a pris une part finalement un petit peu plus grande que ce que je pensais. Voilà, donc pour mon parcours. Ok, top. Écoute, merci beaucoup. Effectivement, quand je t'ai envoyé un message à la base pour te proposer de faire un podcast, tu m'as dit quelque chose qui était marrant et très intéressant. C'est que tu m'as demandé qu'on fasse un podcast vraiment qui apporte de la valeur et qu'on ne soit pas là répéter des choses qu'on entend souvent. Et donc, on va faire en sorte que ce podcast soit vraiment complètement bourré de valeur. Et c'est pour ça que je te remercie encore d'être ici aujourd'hui. Et donc, le thème de ce podcast, c'est est-ce qu'on peut surperformer le marché en bourse? Donc, on va voir pas mal on va parler un petit peu de stratégie, etc. Tu vas pouvoir nous donner ton avis un petit peu d'expert là-dessus. Et donc, ma première question, c'est celle-là déjà. Est-ce que selon toi, il est possible de surperformer le marché en bourse? En fait, la réponse à cette question, elle est simple, c'est oui. Et on a souvent des problèmes avec cette question, parce que la question qu'on veut réellement poser, c'est est-ce que tout le monde peut surperformer le marché? Est-ce que tout le monde peut battre le marché? Et la nuance, elle est là. Tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un vient te voir et te dit est-ce que je peux être champion du monde de poker? Est-ce que je peux avoir un bracelet au World Series of Poker? Première question, tu vas sûrement répondre, c'est très compliqué, mais c'est possible. Il n'y a rien techniquement qui l'empêche. Le niveau d'en dessous, c'est est-ce que je peux gagner ma vie en tant que joueur de poker? Est-ce que je peux être joueur de poker professionnel?
c'est un peu plus probable, mais ça reste très compliqué. Et la réalité, c'est, je ne suis pas un spécialiste du poker, mais la plupart des gens qui jouent au poker perdent de l'argent. Et sur les marchés, c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'on peut battre le marché? Oui. Combien de personnes battent le marché? Très peu. 10% peut-être parmi les professionnels ou les particuliers battent le marché, ce qui est très peu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ce qui est compliqué, c'est battre le marché sur le long terme. Et c'est pour ça que le pourcentage est si faible. Sur les premières années, des gens qui battent le marché, sur un an, il y a peut-être 20-30%. Et plus le temps passe, plus ce pourcentage se réduit. Mais on ne peut pas dire pour autant c'est pas possible. C'est juste quelqu'un moi qui me pose la question, est-ce que je peux battre le marché? C'est possible, mais c'est très 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 difficile. C'est ça surtout. C'est pas pour décourager, mais c'est quand même une réalité statistique aujourd'hui. Ok, très bien. Et donc au niveau de la théorie par exemple des marchés efficients, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que déjà certains marchés sont plus efficients que d'autres? Enfin, je te laisse peut-être t'exprimer là-dessus. Alors, si on prend l'efficience des marchés au sens théorie financière, c'est-à-dire que les marchés, ils contiennent toute l'information possible, donc le prix d'Air Liquide aujourd'hui, de l'euro-dollar, peu importe ce que c'est le juste prix, et il contient toute l'information exacte et pas plus d'informations. La réponse, elle est non. C'est pas vrai. Et en fait, ça se voit clairement, parce que si c'était vrai, si les marchés étaient totalement efficients, en fait, le cours d'une action, il bougerait que quand il y a une nouvelle info. Tu vois, donc en fait, il n'y aurait pas tous ces mouvements. Donc le fait que, je reprends Air Liquide, dommage, c'est la plus stable, j'aurais dû prendre un truc un peu plus touchy, mais admettons, elle fait plus 2, moins 2, plus 2, c'est pas parce qu'elle fait moins 2% un jour qu'il y a une opportunité de 2%. C'est ça le problème. Mais le fait de faire plus 2, moins 2, plus 2, ça nous dit que le marché n'est pas efficient. Si les marchés étaient efficients, il n'y aurait pas de crack, il n'y aurait pas de bulle, voilà, le marché serait au juste prix et en gros, tout le monde aurait la performance du marché. Ok, d'accord. Et pour toi, dans ce cas... Vas-y. Il faut que je précise. Peut-être que tu allais me poser la question, mais les marchés sont suffisamment efficients pour que ce soit très très difficile de profiter des anomalies. C'est ça le truc. Il n'est pas efficient, mais globalement, quand le marché nous dit que le prix de L'Oréal s'étend, que le prix d'Apple s'étend, c'est très très difficile de dire s'il y a vraiment une anomalie ou non. Et c'est ça le piège, c'est que tout le monde sait que les marchés sont inefficients, on sait qu'il y a des bulles, qu'on peut en profiter ou pas, des cracks, etc. Mais il est suffisamment efficient pour rendre le jeu très très difficile. Ok. Et alors dans ce cas-là, quelles seraient par exemple des pistes pour faire partie de ces 10%, ou en tout cas tenter de faire partie de ces 10% qui arrivent à battre le marché sur du long terme, au niveau, j'imagine, soit de critères d'analyse, soit d'éléments qu'il faudrait prendre en compte? Quelles seraient les pistes pour toi? C'est compliqué, moi je me base sur ce que je vois, sur ce que je connais. Moi ce que je vois c'est que soit les personnes qui arrivent à battre le marché sont vraiment sur du très court terme, très 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 court terme. Donc anciennement il y avait les personnes qui faisaient du trading haute fréquence, qui étaient sur le millionième de seconde, donc ils arrivaient à détecter des anomalies très très fines, en fait vraiment au millionième de seconde. Et ça en fait il y a tellement de personnes qui sont arrivées là-dessus, ils ont tous utiliser les mêmes outils, des micro-ondes pour pouvoir envoyer et recevoir les ordres plus rapidement, avoir la dernière vue du marché, etc. Donc ces anomalies de marché-là, elles ont disparu par exemple, en grande partie. Et tous les Citadel, Virtu, etc., ceux qui font du trading haute fréquence, ils gagnent beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais il y a d'autres anomalies qui se sont créées, des anomalies à quelques secondes. Et par exemple, il y a un nouvel acteur sur les marchés qui est XTX, de Alex, j'ai toujours envie de dire Gecko comme dans Wall Street, mais je crois que c'est Gerco ou un truc comme ça, bon bref. Et donc cette société-là, il dit, moi je ne veux pas me battre avec le très très court terme, parce que là il y a trop de monde, mais je me bats à essayer de prévoir le cours, notamment des devises, sur 5 secondes. Ça, c'est des personnes qui arrivent à avoir des anomalies de marché, mais avec des investissements énormes, investissements humains, ils prennent les meilleurs chercheurs de la planète, ils les payent des fortunes, ils ont des milliers d'ordinateurs qui travaillent en parallèle, je crois qu'ils ont 12 000 puces graphiques, c'est des cartes graphiques de très haut niveau, etc. Donc là, il y a des gens qui battent le marché, c'est pas pour moi, c'est probablement pas pour toi, pour la plupart des gens qui nous regardent, il faut être honnête. Et après, il y a sur le très très long terme, il y a des gens qui investissent dans des entreprises de qualité à très long terme. Et là, on ne cherche plus des anomalies de marché. Moi, en tant qu'investisseur, je ne cherche pas des anomalies de marché. Je ne cherche pas à acheter 100 une valeur qui vaut 120. Ça, c'est du value investing. C'est très bien, mais ce n'est pas mon domaine. Moi, je ne cherche pas d'anomalie de marché. Moi, ce que je cherche, c'est cette boîte qui vaut 100 aujourd'hui. Je veux que cette boîte, elle continue à bien performer pendant encore 5 ans, 10 ans, 20 ans. Après, si elle vaut, si son valeur intrinsèque, c'est 120 et que je l'achète à 100, c'est génial.
Mais à la limite, tant que je l'achète à 120, ça me déplaît pas. Ce que je veux pas, c'est que tout le monde pense que c'est une super boîte de qualité et que je l'achète à 200. Tu vois, ce qui est peut-être le cas, par exemple, d'NVIDIA aujourd'hui. Que ce soit une boîte de qualité, oui. Après, je ne veux pas forcément la surpayer. Donc, si je devais donner des pistes, le très très court terme, c'est très compliqué. Après, des belles sociétés à très long terme et en se méfiant de ses émotions avec une bonne discipline, ça reste difficile de battre le marché, mais pour moi, pour des particuliers, ça reste la meilleure piste en fait. Ok, bah justement, c'est une bonne transition parce que je voulais te demander, tu as un petit peu ta stratégie favorite, en tout cas celle que tu utilises ou que tu connais le mieux, entre par exemple le value, le momentum, le quality, puisque ça semble être plutôt du quality, ou le growth, donc la stratégie de croissance. Ce serait quoi plutôt? Alors moi j'ai clairement un portefeuille qui est orienté quality, ce qui ne veut pas dire que je n'ai que ça. Pourquoi? Parce que du value investing, j'en ai déjà fait. Value investing, c'est simple, c'est qu'on essaye d'acheter moins cher que la valeur intrinsèque. Et le problème quand tu fais du value investing, c'est que tu vas chercher parmi toutes les valeurs qui sont entre guillemets pas chères en bourse, donc tu vas taper là-dedans et tu vas taper un peu, voilà, donc celles qui sont les moins en forme, et tu vas essayer de celle qui a été jetée avec l'eau du bain, quoi. Tu vas essayer de trouver celle qui est sous-valorisée à tort. Et le problème de ça, c'est qu'en fait tu passes énormément de temps à regarder des mauvais dossiers et tu peux tomber dans une value trap, c'est-à-dire une valeur qui n'était pas chère mais pour une bonne raison. Donc personnellement, value, ça demande beaucoup de temps et il y a beaucoup d'erreurs. Après, growth, donc investissement dans les sociétés de croissance, c'est aussi bien, mais le problème des sociétés de croissance, c'est qu'en fait, elles sont valorisées très cher parce qu'elles ont une super croissance. Et donc, si elles ratent même d'un tout petit peu le résultat, on l'a vu avec Adyen récemment, il y a des belles valeurs comme ça qui marchent très très bien jusqu'au jour où il y a un petit accro, ça va probablement arriver, ça va potentiellement arriver avec NVIDIA dans le futur, un petit accro dans les résultats, c'est plus 80% de croissance, c'est 50%, ça reste une magnifique boîte, mais si on fait des valeurs de croissance, ça peut s'effondrer. Donc moi, qualité, des boîtes de qualité, des boîtes qui sont solides, qui sont leaders sur leur marché très souvent, qui ont un gros avantage compétitif et qui ont une grosse solidité financière. C'est aussi, ça correspond à mon profil. Hein. Ouais. C'est ce qui me correspond. C'est avec ça que je suis à l'aise, je dors bien la nuit et je peux mettre des montants relativement importants sans stresser. Oui, ok, bah, c'est très intéressant. Si je comprends bien, en fait, tu veux acheter des boîtes de très bonne qualité au juste prix, plutôt que des boîtes à un prix exceptionnel, mais qui sont moyennes, quoi. C'est ça, mais ça m'arrive de penser qu'une valeur va être sous-valorisée et je vais la classer dans ma tête comme étant value. Par exemple, en portefeuille, j'ai honte, je ne sais même plus si je l'ai encore en portefeuille, mais oui, je l'ai encore en portefeuille. J'ai du Amundi. Amundi qui est une belle boîte, qui est valorisée très peu cher en bourse, comme la plupart des financières d'ailleurs. Ça va être un achat value. Je considère qu'elle est décotée, elle a un gros rendement, je considère qu'elle est décotée par rapport à ce qu'elle vaut. Des valeurs de croissance, j'en ai, mais jamais payé à prix extrême. Donc voilà, quand je dis quality, c'est que c'est 60 à 80% de mon portefeuille. Ok. Bon, bah super. Et justement, dans des critères de quality, quels critères peut-être quantitatifs, peut-être au niveau des ratios, au niveau de ce que tu regardes dans les éléments financiers, tu préconises d'une manière générale? Alors, oui, j'ai pas mal de critères quantitatifs et qualitatifs. En fait, un bon moyen pour retenir, en fait, le moyen que j'utilise souvent, c'est Charlie Munger, tu sais, le partenaire de Warren Buffett. Il dit toujours « invert, always invert », qu'il faut inverser, surtout pour répondre à une question difficile. Tu vois, si tu te dis « je veux trouver la femme de ma vie », c'est plus facile d'abord se dire quel type de personnalité ou de physique je ne veux pas. Tu vois, en immobilier, c'est pareil. Je ne veux pas de rez-de-chaussée, machin et tout. C'est beaucoup plus facile. Déjà, tu vas éliminer 80% du marché, de l'immobilier. Hein, je ne parle pas… tu vas éliminer… Voilà. Et donc, en bourse, c'est la même chose. Donc moi, qu'est-ce que je veux éviter à tout prix? À tout prix, je veux éviter une faillite. Pire qui puisse arriver en bourse. Donc, qui dit je veux éviter une faillite? Donc, je regarde la situation financière de la boîte. Donc, je regarde dette sur EBITDA, donc dette sur le résultat opérationnel, en dessous de 3. Ça veut dire que si elle met tout son résultat opérationnel, elle rembourse sa dette en 3 ans. Et puis, je peux regarder des ratios du type dette sur equity, dette sur capitaux propres, s'assurer qu'elle n'a pas un trop gros effet de levier. Une fois que je sais que ma boîte ne fera pas faillite, enfin, ma boîte, celle dont je suis actionnaire, ou je serai peut-être actionnaire, je veux m'assurer que ce ne soit pas une boîte en déclin, dans un marché en déclin. Donc, je regarde la croissance. Mais je ne fais pas un investissement croissance. Donc, moi, tant qu'il y a une croissance faible et surtout régulière, parce que quand on fait de l'investissement qualité, ce qu'on veut surtout éviter, c'est les boîtes cycliques. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder sur la durée. À chaque fois, quand je dis des ratios, c'est sur la durée. Et la croissance, je veux l'avoir dans la durée.
Je ne veux pas une boîte qui soit un promoteur immobilier il y a 2 ans et qui cartonne sans m'apercevoir qu'au moindre accro, ça va baisser. Donc ensuite, c'est la croissance. Ensuite, c'est évidemment, je veux une boîte rentable. Donc je vais regarder. Après, ils se valent à peu près tous. Hein. Return on equity, enfin ROE, ROIC, return on, enfin ROCE, non, c'est tous les mêmes. Qu'on soit bien. Donc je regarde la rentabilité. Ensuite, la profitabilité. Il y a quand même une petite subtilité. La rentabilité, c'est par rapport aux capitaux investis par l'actionnaire. La profitabilité, c'est par rapport au chiffre d'affaires, c'est les marges. Et pourquoi les marges? C'est important parce que quelqu'un qui a une marge de 20, 30, 40%, c'est quelqu'un qui peut imposer ses prix. C'est quelqu'un qui a un avantage compétitif. C'est Ferrari et ses marges de 40%. C'est des boîtes de pharma avec des marges de 20, 30%. C'est le luxe, LVMH, Hermès, toutes ces boîtes-là qui ont des grosses marges. Et les marges, donc, en premier, ça m'indique qu'elles ont du pricing power, qu'elles peuvent imposer leur prix, qu'elles maintiennent la concurrence à distance, ou alors que tous leurs concurrents ont les mêmes marges, mais j'ai envie de dire les deux, ça me va. Et c'est important aussi la marge parce que ça donne une marge de manœuvre. Tu vois, si les coûts augmentent, et on est dans une période d'inflation, si les coûts augmentent, quand tu as un constructeur automobile qui a 5% de marge, quand tu as des supermarchés, des chaînes de supermarchés qui ont 5% de marge, ils sont ric-rac. Ils sont rentables, profitables, mais le moindre accro, il suffit, pour peu qu'elles aient des gros coûts fixes, il suffit un petit coup de mou dans la croissance et elles commencent à perdre de l'argent. Il suffit qu'il y ait une hausse des prix dans leurs coûts, clac, pareil, elles perdent leur marge de manœuvre. Une boîte qui a 40% de marge, même si ses coûts augmentent, c'est beaucoup moins grave. Donc les marges, pour moi, c'est hyper précieux. Je me méfie un peu parce que sinon je retombe toujours dans les mêmes secteurs. C'est le seul problème à regarder les marges parce que les marges, c'est très sectoriel. Une fois qu'on a regardé tout ça, on a une boîte de qualité. Mais après, il ne faut pas la payer trop cher. Donc en dernier, et toujours en dernier, je regarde la valorisation. Si la valorisation, donc PER, EV sur EBITDA, donc la valeur totale de l'entreprise, donc pas que la partie action, mais la partie action sur obligation, sur le résultat opérationnel. Enfin, je regarde des ratios de valorisation, et là, il y a 2 cas. Soit c'est trop cher, et là, hop, je vais dans ma watchlist, et je la rajoute en me disant, peut-être que cette boîte de qualité, un jour, elle va devenir moins chère. Et c'est ça l'avantage du qualité, c'est qu'il y a vraiment ces 2 aspects. Je cherche une boîte de qualité, le prix, j'ai le temps pour voir si c'est le bon prix ou pas. Et si c'est le bon prix, là, c'est le moment de passer aux critères qualitatifs. Et ça, on passe souvent beaucoup trop de temps sur les chiffres et pas après sur pas trop sur le qualitatif. Le qualitatif, c'est évidemment le management. Le qualitatif, c'est l'avantage compétitif. J'en ai déjà parlé. Le qualitatif, c'est aussi les risques. Parce que il faut se poser pour comprendre les risques d'une entreprise. Ce n'est pas que la dette. Une entreprise, elle peut bouger en fonction des matières premières. Elle peut bouger en fonction des taux d'intérêt. Elle peut avoir un bilan qui est trop complexe. Tu vois, par exemple, Prosus, qui est une holding aux Pays-Bas, bref, tous ceux qui... moi, Prosus, j'ai regardé, je l'ai eu un petit peu, j'ai revendu. Trop complexe les comptes. J'arrive pas à les lire, je ne comprends pas, je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Tu vois, pour moi, c'est un peu un red flag. Les tendances aussi. Voilà, donc, ça fait un peu long comme réponse, mais tu vois qu'assez rapidement, allez, tu passes un quart d'heure, déjà, tu peux au moins dire que cette boîte, c'est un nom. Pour le oui, c'est plus long. Mais en 10 minutes, un quart d'heure, tu peux déjà dire que tu n'as pas envie de mettre les pieds là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ouais, ok. Non, mais c'est hyper intéressant. En gros, d'abord la qualité, puis la valorisation, puis les critères qualitatifs. Tu regardes les actionnaires. Qui sont les actionnaires, si c'est des institutionnels? Bien sûr, non mais on pourrait aller beaucoup plus loin, okay. Mais oui, les actionnaires, c'est très important. Les rachats d'actions aussi, c'est très important. Parce qu'il y a soit un nombre d'actions qui est fixe, soit un nombre d'actions qui augmente, donc on se retrouve dilué, soit parce qu'elles font des obligations, des OCA, des OCAPSA, du financement dilutif, ou bien ils donnent trop de stock options aux employés, mais là c'est pas bon pour un actionnaire, ou à l'inverse, il y a les rachats d'actions, donc on a un résultat qui est distribué, c'est un gâteau où il y a de moins en moins de parts, donc ce qui peut être aussi intéressant. Pas dans tous les cas, mais oui, je regarde toujours les actionnaires. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un critère coup de cœur, par exemple, c'est vraiment, imaginons quand tu le vois, tu te dis, ok, ça c'est vraiment un plus. Moi, les deux, c'est return on equity et marge. Ouais, ok. Plus c'est élevé, mieux c'est, quoi. Plus c'est élevé, mieux c'est, oui. Okay. Avec des capitaux propres en augmentation, j'imagine, quand même. Oui, après, tout est...
tous les critères que j'ai cités, c'est toujours mieux s'ils sont en croissance, enfin, ou en décroissance pour les dettes. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, on se dit, il a une bonne marge de 15%, mais s'il vient de 30%, et qu'en fait, il y a des concurrents qui arrivent sur le marché année après année, et je ne sais pas du tout si c'est le cas de Netflix, mais on voit Netflix qui était tout seul sur son marché, et puis il y a Disney, il y a Amazon Prime, il y a HBO, tout le monde arrive sur son marché, et qui se fait grignoter des parts. Là, la direction en fait est très importante. Est-ce que la marge elle est stable? Est-ce qu'elle diminue ou est-ce qu'elle monte? Il n'y a pas que le montant absolu en fait, enfin brut. Ok, hyper intéressant. Et une fois qu'on a sélectionné un petit peu ces actions-là, comment est-ce qu'on construit un portefeuille? Déjà, est-ce que tu es plutôt tu préfères les portefeuilles par exemple très diversifiés ou plutôt des portefeuilles concentrés? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou pas? En fait, il n'y a pas trop de bien ou pas bien. Si je parle pour moi, par exemple, je dois avoir une trentaine de lignes en portefeuille. Ça tourne autour de ça. Ce qui est beaucoup, on va dire que c'est beaucoup, mais le problème c'est que je suis passionné. Donc il y a trop de boîtes que je veux acheter. Et en fait, j'adore investir dans des boîtes parce que je ne les suis jamais aussi bien que quand je suis investi. Je vais regarder les résultats. Alors, regarder les résultats, ce n'est pas forcément regarder la conf call, mais au moins la suivre. Elle ne quitte plus. Après, c'est bon, si je vois un article qui parle d'elle ou de ses concurrents, je vais le lire, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre un peu un doigt, voilà, skin in the game, j'aime bien rentrer dedans. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer que 30, c'est beaucoup. Et après, j'ai deux critères pour la pondération, parce que le nombre de valeurs, c'est bien, mais la pondération, elle joue énormément. Donc, moi, j'ai des valeurs qui représentent 10% de mon portefeuille et des valeurs 1%. Donc, on peut avoir 30 lignes et être concentré, ou voilà. Donc, moi, ma position, c'est conviction et risque. Donc, s'il y a une valeur qui est peu risquée, mais je n'ai pas une énorme conviction, ça va être dans le bas. Si j'ai une super conviction, mais que c'est très risqué, ça va être un peu dans le bas aussi. Et puis, au fur et à mesure que je connais, ça peut monter. Et après, si c'est risque faible, grosse conviction, et c'est pour ça que je vais avoir dans mes premières, des Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, etc., c'est dans mes premières positions parce que c'est des holdings, c'est très peu risqué, etc., c'est très bien géré. Bon, voilà, bonne conviction aussi, donc ça se retrouve assez naturellement en haut. Après, pour diversifier contre concentré, en fait, la question que l'investisseur se pose, moi le premier, c'est à quel point je veux battre le marché. Parce qu'en fait, les rendements, il faut voir ça comme une loi normale. Hein, courbe de Gauss, ou pour ceux qui connaissent moins, une courbe en cloche, quoi. Donc, courbe en cloche avec au milieu la moyenne. Donc, dans notre cas, la moyenne des rendements d'un portefeuille. Donc, si le marché boursier, admettons, il fait en moyenne 9% par an, quelqu'un qui va être très, très, très diversifié, il va avoir ces rendements qui vont être serrés autour de la moyenne. Donc, mais ça va être beaucoup moins risqué parce que ces rendements, ils vont être en gros entre 7, 8 et 10, 11%. On va dire. Mais c'est presque physiquement pas possible qu'il aille au-delà. Quelqu'un qui va être concentré sur 3, 4, 5 valeurs, il va avoir de fortes chances d'être dans les queues de la distribution, d'avoir un rendement qui va peut-être être 0, voire même être négatif, ou il peut faire du 100% sur son portefeuille. Donc, voilà, il y a un arbitrage à faire entre à quel point la volonté de battre le marché, je suis prêt à prendre un risque ou non. C'est tout en fait, entre j'ai 50 valeurs ou j'en ai 3. Ok. Et dans les critères, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, est-ce que tu conseilles l'analyse technique? Est-ce que tu fais d'ailleurs toi-même de l'analyse technique Alors non, je ne fais pas d'analyse technique. Après, je regarde quand même comment est le graphique pour avoir l'idée de ce qu'en pense le marché. C'est surtout pas un de mes critères. Et d'ailleurs, je ne regarde pas ce qu'en pensent les analystes. Je ne regarde pas, je regarde en dernier, mais en dernier, après la valorisation, la courbe. Et peut-être que je me dis, par exemple, si elle est très peu chère, dans ma valorisation, je vois ça, et je vois un graphique qui baisse depuis 2 ans, je ne pars pas du principe que je suis un génie. Donc je me dis, peut-être que les autres voient quelque chose que je ne vois pas. Donc je veux comprendre pourquoi. Et certaines fois, on se rend compte que il y a eu un problème. Si je prends du Disney par exemple, c'est pas le business de Disney, il n'a pas un problème en soi, mais Disney, on sait qu'il y a eu un changement de PDG, ils sont passés très woke, etc. Trop selon certains, bref, changement de PDG, etc. Il y a des problèmes en interne. Et ça, dans tout ce que j'ai dit, tu vois, le signal, ça peut être le graphique ou l'actualité. Je vais aussi regarder pour me dire qu'est-ce qui produit cette baisse. Et si je trouve ce que c'est, après, à moi de décider. Est-ce que c'est une
est-ce que c'est mérité, cette baisse par exemple de 30% parce qu'il y a eu un changement de PDG ou je ne sais quoi, ou pas? Et là, si ce n'est pas mérité, il n'y a pas de raison que... Voilà. Mais globalement, dans l'ensemble, j'ai envie de dire malheureusement, quand j'identifie une boîte comme étant une boîte de qualité, il y a un peu tout le marché qui l'a vu. Donc mon problème à l'heure actuelle, c'est plutôt de ne pas payer trop cher. Parce qu'il se trouve que ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui le font. En tout cas, voilà, tout le monde essaie de trouver une boîte de qualité. Donc le jeu, c'est un peu d'essayer de l'avoir le moins cher possible, quoi. Ok. Mais pour répondre, non, je ne fais pas d'analyse technique, parce que j'aurais bien dit. Mais c'est intéressant ce que tu dis. En fait, l'actualité fait partie, en gros, de l'analyse qualitative d'une certaine manière. Puisque là, tu as cité une entreprise qu'on connaît, Disney, effectivement, qu'on arrive tous à suivre, où effectivement, il y a eu comme un changement de politique, on va dire, en interne. Mais pour des boîtes moins connues, des boîtes qu'on maîtrise moins, c'est vrai que c'est quand même intéressant de regarder ce qui provoque, en fait, c'est un petit peu ces fluctuations de marché ou ces grosses baisses ou ces grosses hausses, peu importe, si elles ne sont pas en tout cas expliquées au niveau des chiffres. Ce qu'il faut se rappeler quand on analyse les ratios, quand on parle des ratios, c'est que quand tu as le dernier trimestre, par exemple, d'une année, 4e trimestre 2022, les résultats vont être publiés plusieurs semaines plus tard. Et c'est des résultats qui vont prendre le dernier trimestre, donc on a déjà 4, 5, 6 mois de retard. Donc ce n'est pas dans les chiffres que tu vas voir qu'il y a un problème dans cette boîte. Tu vois, tu vas te retrouver dans du hors PA. Si tu ne regardes pas l'actualité, tu vas te retrouver dans du hors PA en disant bon, c'est parfait, méga tendance, vieillissement de la population, boîte stable, elle fait des EHPAD, blablabla. Et puis, oh, incroyable, la valorisation, elle ne vaut rien. Tu vois, si tu n'ouvres pas les journaux, si tu ne te renseignes pas du tout sur ce qui se passe. Et c'est là où il faut quand même un sanity check, un peu un dernier pour évacuer ce genre de cas, parce que tout n'est pas dans les chiffres, en fait. Et de toute manière, la partie qualitative, se renseigner sur le management, sur la concurrence, etc., ça passe forcément un peu par l'actualité. Ouais, c'est vrai. Et justement, pour parler un petit peu de tout ça, de surperformance et tout, qu'est-ce que tu penses des small caps, d'une manière générale, quelles que soient les stratégies? Alors moi, je suis assez admiratif de ceux qui font des small caps. Les gérants small caps, il y en a qui sont très très bons. J'aime beaucoup suivre ce qu'ils font. Les small caps, c'est quand même un marché particulier. Et du côté des avantages des small caps, je vais commencer par la partie la plus positive. C'est évident, c'est beaucoup moins suivi. C'est beaucoup moins suivi, surtout par les professionnels. En fait, ça n'intéresse pas beaucoup de gérants de fonds parce qu'ils ont des problèmes de liquidité. S'ils veulent une boîte, ils vont aller dans une boîte dans laquelle ils peuvent mettre 10 millions, 20 millions, peu importe. Donc déjà, la liquidité, ça les éloigne. Les analystes financiers, ils suivent beaucoup moins les small caps. Il y en a 1 ou 2 ou 3 qui vont suivre la valeur, parfois même aucun. Et c'est vrai que les gérants de fonds, c'est difficile pour eux. Ils gèrent les fonds, ils ne sont pas là pour faire les prévisions de croissance sur les 3 prochaines années, les prévisions de dette, etc. Ils ne vont pas faire le boulot eux-mêmes. Souvent, ils se reposent sur les analystes financiers, pour moi à tort, hein, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc, ils vont fuir aussi toutes ces boîtes qui n'ont pas d'analyste financier. Donc, est-ce qu'il y a plus d'anomalies sur les small caps? Oui. Clairement, il y a beaucoup plus d'anomalies sur les small caps. Après, moi, il y a surtout 2 trucs qui me retiennent. Le premier, j'arrive pas à m'enlever de la tête que si une boîte, elle pèse 200 millions et qu'elle a une certaine durée de vie, en fait, c'est quand même qu'il y a des raisons. Donc, soit elle est très récente, et dans ce cas-là, elle est en pleine croissance, elle est à 200 millions, mais peut-être qu'elle va faire x10 dans les... Voilà, ok, elle fait 200 millions pour, entre guillemets, une bonne raison. Mais dans ces cas-là, souvent, c'est une boîte qui n'est pas rentable, etc. On va dire start-up, entre guillemets, même s'il y a 200 millions, on n'est plus une start-up. Et donc moi, comme je ne regarde pas les boîtes non rentables, le côté mini-boîte de croissance, je ne le regarde pas. Ensuite, si la boîte, elle a 10 ans, si en 10 ans ou 15 ans, c'est encore une small cap, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc. Soit son marché est trop petit, soit elle ne fait que, là, on a des tables basses devant nous. Si elle vend que des tables basses, elle va rester à un certain niveau. Tu vois, elle ne va peut-être pas dépenser les 200 millions, elle va peut-être couvrir 40% du marché, 50% de part de marché, mais elle va peut-être être capée. C'est peut-être le management qui est bon, mais qui ne veut pas aller à l'international, par exemple, tout simplement, parce qu'il ne parle pas anglais. Tu sais, peut-être qu'elle a des problèmes de financement, peut-être que sa marque n'est pas assez solide, etc. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si une boîte est petite, il y a peut-être aussi une raison. Et que les grosses boîtes, en tout cas, elles ont tous eu du succès. Tu vois, c'est difficile. Si tu prends 2 boîtes qui ont 10 ans, si tu prends, ou 15 ans, tu vois, si tu prends Airbnb
Et puis une autre boîte qui est née en même temps que, je n'ai plus de mémoire, 2006, où tu prends une boîte qui est née en même temps et qui pèse 200 millions, c'est évident qu'en termes de business, Airbnb, elle est meilleure. C'est difficile d'aller contre, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le management est fort, elle a réussi à imposer sa marque, elle est dans tous les pays du monde, elle a une croissance de dingue, etc. Donc déjà, rien que quand tu compares petits et gros, tu te dis que les gros, dans l'ensemble, ils sont meilleurs. En tout cas, faire des small caps, c'est ça aussi qui me retient, c'est que ça demande énormément de travail. Parce que tu cherches un peu la pépite, tu vois. Et comme ce n'est pas très suivi par les analystes, etc., tu as moins d'infos. Souvent, tu ne connais pas le business. Pas comme tu connais le business d'Apple ou d'Amazon, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour des chercheurs de pépites, tu vois. Et moi, j'en suis pas à ce stade-là. Moi, je passe assez peu de temps. J'aime bien analyser des grosses boîtes, etc. C'est pas mon truc. Mais je comprends tout à fait qu'on adore fouiller dans les small caps pour trouver des anomalies qui existent, hein, clairement. Ok, c'est hyper intéressant, franchement. Et est-ce que tu pourrais peut-être citer une entreprise une entreprise, pourquoi pas française, ou une entreprise, on va dire, connue, que tu affectionnes particulièrement? Alors, je ne vais pas prendre une française, je suis désolé, parce que oui, je suis investi dans des boîtes françaises, mais voilà, c'est souvent des grands noms de la cote, du LVMH, du L'Oréal, etc. Après, une boîte que j'aime bien, je vais citer plutôt une boîte méconnue, c'est une boîte qui s'appelle Markel Group, qui est une entreprise américaine, qui est à la base un assureur, de la famille Markel, donc la famille était aux commandes jusqu'à assez peu de temps. Et puis, au sein de cet assureur, il y a une espèce de mini Warren Buffett qui est arrivé, qui s'appelle Tom Gardner, si je ne dis pas de bêtises, et il s'est dit, il était donc cadre dirigeant chez cet assureur, il s'est dit, tiens, j'ai envie de faire comme Warren Buffett, et j'ai envie de faire un mini Berkshire Hathaway. Donc il en a parlé à l'assureur en disant, pourquoi on ne profiterait pas, c'est ce qu'a fait Warren Buffett avec Geico, pourquoi on ne profiterait pas des énormes cash flows qui arrivent et du float de l'assurance, cet énorme montant de cash qu'on a, pour avoir un portefeuille d'entreprises cotées et une partie Markel Ventures dans lesquelles on fait du private equity, et on fait ça, on génère du cash avec une vache à lait, et derrière, on fait une allocation de capital dans des boîtes, et on rachète les actions, et on essaye de créer un deuxième Berkshire Hathaway. Ouais. Donc moi je suis investi dans cette boîte, c'est pas un gros montant, mais elle fait quand même partie voilà, parce que c'est assez peu risqué. Alors on est bien d'accord, c'est pas un conseil en investissement, voilà, c'est juste un titre qui m'intéresse, mais je suis curieux de voir où il va aller. Il a cette volonté, il y a cette boîte qui pèse quelques milliards, je sais plus, peut-être 15 milliards, quelque chose comme ça de market cap, donc il y a encore du potentiel. Et voilà, il a cette volonté-là. Voilà, je suis curieux. Tu vois, les intérêts composés, lui, c'est les intérêts composés à l'œuvre, quoi. Warren Buffett, c'est un peu tard, mais c'est un peu. Voilà. J'ai envie de voir ce que ça va faire. Je suis très curieux. C'est super intéressant. On connaît un petit peu les sociétés qui possèdent ou pas? Ah oui, c'est public. Hein. Ouais, c'est public. Les deux sont publics. Celle qu'il a dans son portefeuille, c'est public. Et Markel Ventures, c'est des petites boîtes qui rachètent, des PME qui rachètent autour de leur. Je crois qu'ils sont en Virginie. Autour d'eux, ils rachètent des magasins bio, une chaîne de magasins bio, ils rachètent des trucs autour d'eux qu'ils considèrent… Ah oui, mais c'est incroyable. Ouais, c'est assez inspirant. Ok, je vais regarder cette boîte de plus près. Et d'une manière générale, une petite question à mon avis, tu pourras répondre rapidement. Pour l'analyse d'entreprise, tu es plutôt top-down, peut-être qu'on va redéfinir, mais top-down ou bottom-up? Alors, moi, quand je cherche des entreprises, je suis plutôt un stock picker. C'est-à-dire que je vais essayer de chercher des entreprises intéressantes. Cette approche-là, c'est plutôt bottom-up, c'est-à-dire qu'on cherche d'abord des entreprises et on construit un portefeuille comme ça. Une approche top-down, ce serait… alors j'ai envie d'avoir une partie de mon portefeuille aux États-Unis, donc je regarde les actions américaines. Dans les actions américaines, je cherche dans les énergies renouvelables. Voilà. Dans les énergies renouvelables, je cherche des fabricants de batteries. Boum, boum, boum. Et puis après, il y a 5 fabricants de batteries et je choisis la meilleure. Moi, ma manière de faire, c'est bottom-up. Donc, je prends des boîtes que je trouve intéressantes. Donc, typiquement, on utilise beaucoup de stock screener pour faire ça. Donc, on met nos ratios, etc. Et puis, ça nous donne 50, 100 valeurs. Le problème quand tu fais ça, et surtout quand tu mets des critères trop précis, par exemple, moi qui aime bien avoir des marges élevées, le problème, c'est que si je prends que des boîtes qui ont plus de 30%, je vais terminer dans 3-4 secteurs. Il y a des secteurs que je ne vais pas du tout regarder. Et c'est là le danger, en fait, de faire que du stock picking. Et c'est ce que je fais, donc je prends des boîtes qui m'intéressent, et après, je prends du recul, donc je me remets un peu au top, et je me dis,
comment je suis réparti en termes de secteur? Comment je suis réparti en termes de pays? Comment je suis réparti même en termes de style? Est-ce que j'ai des growth, des value, des qualités, certaines fois quality growth, ça coche les deux, etc. Donc moi c'est ça, c'est bottom-up, mais avec un filtre pour m'assurer que quand je regarde mes pie charts, c'est quand je regarde mes camemberts, je suis bien en termes de devis, je suis bien en termes de secteur, de cyclicité, etc., etc. Ok, d'accord. Oui, non, mais très bien. Bah, ce que je te propose, c'est de répondre aux questions qu'ont posées les abonnés. Franchement, il y a beaucoup de questions. Donc, j'en ai sélectionné 4. Et tu me diras, voilà, je te laisse répondre tranquillement. La première, on en a un petit peu parlé, tu as donné un petit peu ton avis là-dessus, mais première question, c'est trouves-tu pertinent de s'enfermer dans une stratégie, growth, value, momentum, peu importe? Pourquoi pas, déjà, si ça fit notre personnalité, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont contrariants, c'est-à-dire qu'ils veulent acheter pas cher, c'est comme ça, c'est ancré en eux, donc ils vont avoir tendance à acheter des boîtes qui ont beaucoup baissé, ils veulent acheter avec un rabais, quoi. C'est leur truc, et on leur fera jamais acheter quelque chose de cher. Et à l'autre bout du spectre, il y a des gens qui veulent entre guillemets le top, et ils sont prêts à payer cher. Mais c'est même dans la vie de tous les jours, hein. C'est la différence entre j'ai payé une fortune, mais j'ai acheté mon studio dans le 6e à Paris, qui est hyper bien placé, qui coche tout. Il a tout, il a l'ascenseur, il a machin, il n'a pas de vis-à-vis, blabla. Mais je le paye une fortune, ça ce serait plutôt le growth, on va dire. Et puis j'ai trouvé un coût à faire. C'est un peu risqué, je ne sais pas si, mais voilà, je vais acheter ce truc qui vaut 200 et que je vais acheter 150. Donc déjà, le premier point, c'est qu'il faut que ça fitte la personnalité. Et après, il faut bien comprendre, je parle de ceux qui n'ont qui n'auraient que value, que growth, etc. Parce que n'avoir que quality, c'est moins grave, parce que par définition, c'est des non cycliques. On essaye d'éviter les gros écueils. On essaie d'éviter les croissances trop élevées, trop chères, les daubes qui valent rien, voilà. Mais donc, quelqu'un qui est spécialiste value, qui est spécialiste croissance, l'avantage que ça a, c'est quand il y a un vrai spécialiste, ça c'est clair, mais il faut connaître les inconvénients des stratégies. Par exemple, value, il faut faire attention au value trap. Quand on achète quelque chose de pas cher, c'est pas parce qu'on est le seul à pas avoir vu un gros pépin. Okay, on n'achète pas cher, puis on se rend compte qu'on est en immobilier et qu'on est à 300 mètres d'une déchetterie. Non, tu n'as pas fait une super affaire parce que tu as acheté 3 000 € le mètre quand ça vaut 4 000 la moyenne. C'est pas vrai. Ce que tu as fait, c'est que tu es le seul à ne pas avoir compris que tu achetais à côté d'une déchetterie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est les value traps. Et l'autre chose en value, c'est que quand tu fais du value, tu considères donc le marché n'a pas vu quelque chose, tu achètes quelque chose moins cher, et avant que le marché réalise qu'en fait, cette valeur, elle ne vaut pas 80, elle vaut 100, ça peut prendre des années. Donc quelqu'un qui est à l'aise avec ça, qui est à l'aise à être contrariant, c'est-à-dire qu'on va lui dire mais c'est n'importe quoi, pendant des années, même quand on parle de son portefeuille, c'est n'importe quoi, plus personne, pourquoi tu achètes tel truc? Ça, il faut être à l'aise avec ça, et il faut être à l'aise avec le fait d'être très patient. Et croissance, il faut être aussi à l'aise avec le fait que peut-être qu'on est rentré sur un effet de mode, peut-être qu'on a payé trop cher, peut-être qu'on a payé une croissance, mais qu'on a payé trop cher pour cette croissance, et à la moindre faiblesse, la valeur ça va s'effondrer, etc. Mais quand je vois vraiment value et growth, surtout les deux, j'aurais envie de dire qu'il faut peut-être un juste milieu. C'est pas comme un gérant de fonds. Un gérant de fonds qui fait que du value ou que de la croissance, il sait que les investisseurs ils viennent chez lui pour faire du value ou pour faire de la croissance. Mais ils ont sûrement d'autres choses à côté. Et pour un particulier, s'enfermer dans un des deux ou un autre, peu importe, je trouverais ça un peu touchy. Je ne le ferais pas personnellement. Mais est-ce que d'une certaine manière, ceux qui font de la value, d'une manière générale, ce ne serait pas du quality value finalement? Parce que très souvent, on parle de Warren Buffett qui a fait investisseur value. En réalité, il est très quality. Oui, il ne l'est plus. Voilà. Il ne l'est plus depuis très longtemps. Et je trouve, ça fait quand même un certain moment que j'investis en bourse, ça fait 25 ans, je trouve que le value, c'est de plus en plus dur. Je trouve que le marché, tu vois, on parlait d'efficience tout à l'heure, on parlait d'anomalies, etc. Je trouve que, alors, soit le marché met très longtemps à corriger des anomalies, soit c'est de plus en plus difficile de trouver des values. Tu vois, il y a, je sais pas, dans les années de Warren Buffett, les années 60, 70, 80, un stock screener, ça n'existait pas. Tu vois, rien que de se dire, je vais regarder les valeurs qui ont un PER inférieur à 10, donc tu vois, les moins bien valorisées, rien que ça demandait du boulot.
Rien que pour Warren Buffett, il se prenait les pages du Wall Street Journal, il regardait, il faisait ses petits calculs à la main, tu vois, il n'y avait pas de tableur Excel, il faisait ça. Et rien que ce travail-là, il était payant, parce qu'en fait, rien que d'acheter une bonne valeur avec un PER de 8, personne ne faisait le boulot. C'est ça le truc, tu vois. Et encore pire pour Benjamin Graham, qui était le mentor. À cette époque-là, les gens, ils achetaient, mais ils n'avaient aucune idée. Pour eux, 20 $ c'était cher et 10 $, c'était pas cher. Tu vois ce que je veux dire? C'était même pas sur des valorisations d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je trouve que le value en ce moment, l'information elle est tellement partout que je me méfierais. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi le marché valorise si peu. C'est ça que j'aimerais comprendre. Et si, comme tu le dis, c'est une valeur de qualité, bien, mais pourquoi est-ce que je suis le seul à l'avoir vu? Tu vois, c'est ça le truc. Et si, par exemple, je me dis, ah, mais c'est parce que les gens ne croient pas, tu vois, je dis vraiment n'importe quoi, mais total. Si quelqu'un estime qu'elle est sous-valorisée, d'accord? Pourquoi elle est sous-valorisée? Ah oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la fin du pétrole. Ok? Et si toi tu te dis, bah, je ne suis pas d'accord avec le consensus, je ne suis pas d'accord avec ce que moi je pense que le pétrole va durer plus longtemps, ou je pense que Total va réussir à se réinventer dans le renouvelable, ok, je comprends ton approche. Tu es contrariant, tu penses contre le marché, mais tu as vu, tu penses, tu vois, tu es ok avec ce que tu as vu, quoi. Alors que si c'est juste, mes ratios me disent que c'est bon, et c'est tout, et tu ne comprends pas pourquoi ça vaut aussi peu cher, alors là, il y a peut-être un truc que tu ne sais pas. Parce que le marché, il est quand même assez efficient. Quand il n'aime pas une valeur, il y a quand même des millions de gens qui ont réfléchi à ça, hein, ou en tout cas facilement des centaines de milliers de professionnels. Donc il faut peut-être, faut être un peu humble. Ouais. C'est ça le point en value. J'ai toujours du mal avec ça, à me dire, ouais, je suis le seul à avoir trouvé une pépite. Ouais, ok, c'est très, très, très intéressant. Deuxième question plus personnelle, qu'est-ce qui t'a donné envie de distiller tes connaissances, de finalement devenir aujourd'hui un influenceur, un créateur de contenu? Alors, moi, déjà, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré ça même. Pendant mes études, on m'a dit, tu ne pourras jamais être trader, il faut être polytechnicien, etc. Puis, voilà, un concours de circonstances a fait que c'est arrivé. J'ai adoré travailler en salle des marchés, c'était super. Ras-le-bol à la fin parce que, voilà, mais donc déjà, il y a une vraie passion. Et puis, quand j'ai changé, entre guillemets, changé de vie, enfin bon, en tout cas, quand j'ai quitté le travail salarié pour être indépendant, j'ai eu une problématique qui s'est posée, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui est le statut. Et à l'époque, je ne pensais pas basculer aussi rapidement dans le loueur meublé professionnel, parce que la loi a changé depuis. Oui. Et donc, je voulais avoir une petite activité à côté. Et il se trouve que j'ai rencontré Zone Bourse, il y a eu un très bon contact avec les dirigeants et tout. Puis, j'avais un podcast, mais dont je ne donnais pas mon nom à l'époque. Enfin, je faisais ça un peu sous le radar, parce que j'étais dans une grosse boîte, dans une grosse banque. Et donc, ils m'ont dit, le podcast, ce serait bien, on aimerait bien des vidéos. J'ai fait un test, j'ai fait des vidéos. Et en fait, ça a très vite, ça m'a apporté beaucoup de choses, déjà. Parce que moi, ça me pousse hors de ma zone de confort. Je suis obligé de tout le temps apprendre. Je suis obligé de tout le temps relire des livres, me renseigner, etc. J'ai eu des très bons retours. Et en fait, j'ai très vite compris que c'était win-win. Je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est que moi, ça me faisait plaisir de le faire. En plus, je suis rémunéré par Zone Bourse. On dit gratuitement, gratuit pour le public parce que Zone Bourse le donne gratuitement. Mais derrière, moi, Zone Bourse m'a rémunéré dès le début, donc ça, c'était top. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire du contenu rémunéré depuis la première vidéo. Donc ça, c'est chouette. Si je n'avais pas eu Zone Bourse, peut-être que j'aurais arrêté, tu vois, au bout de 10-20 vidéos. Je me souviens, ça serait trop de boulot. Et puis ouais, c'est win-win. Je suis content d'apprendre des choses aux gens et je continue à apprendre à chaque fois. Ok, bon bah super. Question sur ta stratégie d'investissement qui a été posée aussi. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais du swing trading et est-ce qu'aujourd'hui tu es plutôt buy and hold? Je pense qu'il y a deux réponses possibles. Alors, bon, je pense que tous ceux qui me connaissent un peu, ou même avec ce que j'ai dit, on sent que je suis là pour le long terme, pour faire du buy and hold, etc. Mais en fait, la manière dont je vois les choses, c'est que dans ma tête, ou même à l'écrit, j'ai une liste de sociétés qui me plaisent, qui sont des belles sociétés de qualité. 50, 60, 70 noms, à peu près. Et franchement, les noms ne vont pas vous surprendre. Hein. Vous tapez des trucs, quality companies, etc., vous retrouvez... voilà. Les idées, elles me viennent soit parce que c'est dans des fonds qui les ont en portefeuille, des fonds qui ont la même chose que moi, donc je me dis, tiens, c'est intéressant. Bon, bref, j'ai cette liste, on va dire, de peut-être 60-70 noms d'entreprises de qualité. Et ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre elles? Elles n'ont pas toutes la même qualité, mais c'est la valo.
c'est la valorisation. Donc c'est sûr qu'entre une qui se paye, qui monte beaucoup par exemple, je sais pas, par exemple Adobe, tu vois, qui fait les Photoshop, etc., ces trucs-là, donc elle était trop chère pour moi. Je l'avais dans ma waiting list. À un moment, je ne sais plus, il y a 1 an ou 2 ans, elle est arrivée à des niveaux qui m'intéressaient, je l'ai achetée. Elle a, bien sûr, vague, intelligence artificielle, etc., elle a beaucoup monté. Je la garde, mais à un moment, peut-être que je vais me dire, celle-ci, elle est un peu trop chère, elle me plaît toujours. C'est toujours une boîte de qualité, c'est pour ça qu'il faut bien dissocier la qualité et le prix auquel on l'achète. Toujours une boîte de qualité, mais peut-être qu'il y a d'autres boîtes de qualité. Je vais prendre mes X% de profit et je vais retourner sur une autre boîte de qualité. Alors, ce n'est pas du swing trading dans le sens où je ne fais pas faire des mouvements toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais voilà, globalement, je réarrange mon portefeuille en fonction. Et tu as des règles que tu appliques précises, on va dire, pour cet arbitrage ou pas? Par exemple, au-delà d'un certain… Non, parce qu'on s'aperçoit vite quand on fait de la bourse depuis longtemps, surtout quand on est sur des belles boîtes, que ce qui fait la performance du portefeuille, c'est de garder des boîtes pendant très longtemps. Et on s'aperçoit qu'il faut être en bourse depuis un certain temps, ça n'arrive pas en 6 mois, mais au bout d'un moment, on va voir qu'on a des boîtes sur lesquelles on a fait 100%, 200%, 300%. Et si on coupe ces profits-là, déjà, il faut retrouver d'autres boîtes qui soient aussi belles, mais si on coupe ces profits trop tôt, en fait, on perd tout l'intérêt de ces boîtes-là. Parce que si la boîte, elle continue sa croissance, ses profits, etc., et qu'elle est toujours valorisée pareil, il n'y a pas de raison que d'un coup, elle devienne survalorisée. Elle peut garder toujours à peu près le même PER, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça continue à être une bonne boîte. Par moments, elle sera un peu survalorisée, sous-valorisée. Mais moi, j'avoue que là où je suis un peu parano, c'est que… Pas que je touche le micro, hein, on m'a dit de ne pas le toucher, j'espère que ça s'entendra pas. Là où je suis un peu parano, c'est que ça m'est arrivé dans le passé de prendre des profits et de plus jamais retourner sur la valeur. Parce que je me suis dit, mais Apple, je l'ai vendu à temps, je ne peux pas la racheter 50% plus haut. Et ça m'a bloqué et j'ai été traumatisé par ça. Donc, à la limite, je préfère que la boîte redescende. Tu ne vas pas prendre un profit et elle va rebaisser, etc., plutôt que de la lâcher et de ne pas revenir dessus. Parce que mes critères sont quand même assez précis. Donc, ce n'est pas comme si j'avais à la fin un univers de 1000 boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, je n'ai pas de critères de prise de profit. Et même chose, et c'est là où je suis en désaccord, enfin je suis en désaccord, moi je gère mon portefeuille à ma manière, mais je n'ai pas non plus de stop loss ou de choses comme ça. Je préfère à la limite me prendre un gros gadin et réaliser après 50% de baisse que je me suis trompé et que mon argent il serait mieux ailleurs. Je préfère ça plutôt que d'avoir quelque chose à moins 10, moins 20%. Parce que si j'avais un stop loss à moins 10, moins 20%, je ne serais plus dans les LVMH. Tu vois ce que je veux dire? Je ne serais plus dans toutes ces boîtes qui ont cartonné dans des Microsoft. Et toutes les boîtes, à un moment, font moins 10, moins 20%. Donc si je m'étais mis ces règles-là, je ne les aurais plus. Et je n'aurais pas fait les profits qu'il y a derrière, en fait. Tu as vendu Apple à combien? J'ai fait des allers-retours, je ne me souviens même plus, mais c'est l'horreur. Je revendais, c'était tôt en plus, je revendais après 20%, 30% de hausse. Et puis voilà. Et je ne suis plus dans Apple depuis. Je suis maudit. Donc grâce à Berkshire Hathaway, qui est donc, comme je disais, dans mon top 3, je suis un peu indirectement exposé, mais c'est tout. Ok. Il y avait une question que j'ai oublié de noter, mais dont je me souviens de tête. C'était quel est le métier de la finance, ton avis, qui a de l'avenir? C'est compliqué, les métiers de la finance. Et je reçois pas mal de questions de ce genre-là des étudiants. Et en fait, le monde de la finance, moi, entre quand j'ai commencé et maintenant, il s'est complètement transformé. Moi, j'ai démarré dans une salle des marchés de banque. Et aujourd'hui, si vous allez dans les banques, il n'y a quasiment plus de salles de marché, pas des vraies salles de marché comme j'étais, où on faisait du trading pour compte propre, où la banque nous confiait de l'argent et on faisait du trading avec. Parce qu'il y a des réglementations qui ont été passées aux États-Unis. Donc, il y a le Dodd-Frank Act après 2008 qui a été passé. Dedans, il y a la Volcker Rule qui limite énormément le trading dans les banques. Donc, les salles de marché dans les banques, quasiment plus rien. Donc, tout ça, ça a migré dans les hedge funds. Donc, quelqu'un qui veut faire du vrai trading aujourd'hui, il faut taper à la porte des hedge funds, donc principalement à Londres, New York, New Jersey, etc. Donc déjà, le nombre de postes en trading, il a pris un gros coup. Il y a eu d'autres réglementations, notamment la réglementation MiFID en Europe, qui a rendu beaucoup plus difficile le travail des analystes financiers. En fait, c'est beaucoup plus difficile de rentabiliser un analyste financier. Donc le nombre d'analystes financiers, il a fondu. Les chiffres sont disponibles, vous tapez nombre d'analystes financiers France, vous allez voir, ça a très très fortement diminué. Donc là, nombre de postes, ça a aussi diminué. Gestionnaire d'actifs, gestion de fonds, tout le monde le sait, la gestion active, elle a beaucoup moins la cote, tout le monde investit dans des ETF, beaucoup moins de postes de gérants d'actifs.
Donc globalement, le nombre de postes dispo dans la finance, il a énormément réduit. Donc après, il y a toujours, et puis en plus sans parler d'automatisation, avant il y avait des gens qui passaient des ordres à la main, maintenant tout est automatisé par des algorithmes d'exécution, etc. Donc ça a beaucoup réduit. Après, il y a forcément, par exemple le private equity, ça demande encore beaucoup d'humains, le private equity, parce que ça demande d'analyser des comptes, ça demande de rencontrer des dirigeants, etc. Donc il y a toujours des postes dans le private equity. La partie ETF, même s'il y a beaucoup moins de monde pour gérer des ETF, mais toute la partie en fait création de produits, création d'ETF ou bien de produits structurés par exemple. Il y a toujours les produits structurés, ça marche toujours pas mal, donc on a toujours besoin de monde, alors plutôt avec des backgrounds scientifiques, pour créer des produits structurés. On a aussi besoin de profils plus commerciaux pour les marketer, les vendre, etc. Mais donc, et puis il y a toujours des gens en actif, malgré tout. Je pense que quelqu'un qui est passionné, il peut toujours tirer son épingle du jeu, d'ailleurs peut-être plutôt dans les small caps, pour reprendre notre discussion de tout à l'heure, que sur les grosses valeurs, parce que les grosses valeurs, c'est là où la concurrence avec les ETF, elle est hyper compliquée, quoi. Donc voilà, peut-être que si je sortais aujourd'hui d'école, j'essaierais de me tourner peut-être plus sur la partie private equity, peut-être M&A, les fusions-acquisitions, parce que ça, à nouveau, c'est peu automatisable. Et puis voilà, le trading, enfin, vu ma passion, je suis sûr que j'aurais pris l'Eurostar pour aller frapper à la porte des hedge funds, mais ils cherchent des profils très particuliers, très quant, beaucoup de profils scientifiques. Mais voilà, je pense qu'il faut tenter sa chance, mais c'est bon à savoir que le nombre de postes est bien plus réduit qu'avant. Ok, bon bah écoute, super, merci pour ton retour. Il y avait aussi une question qui disait, est-ce que tu peux montrer à Xavier la liste des actions de la Coupe du Monde? Donc pour la petite anecdote, on a fait sur Boursogramme une Coupe du Monde des actions où mes élèves ont déniché des small caps, justement, et lui demander sa préférée. Donc est-ce que ça te va si… Avec plaisir. Ok, bon bah super. Alors c'est sur ce deuxième téléphone. Je vais te montrer ça, il me reste très peu de batterie, mais ça va le faire. Donc la liste des actions, tiens, je l'avais mise en description, c'est celle-là. Ouais, c'est là où on redevient humble, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs que je ne connais pas. Alors que tu me montrerais d'autres listes où j'ai un avis à peu près sur tout, il y a quand même pas mal de valeurs que je ne connais pas. Après, sur celles que je connais, je connais les classiques, mais c'est vrai que j'aurais tendance, il y a quelques années, je t'aurais dit Piscine des Joyaux, mais c'est comme, voilà, vu ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, je pense que c'est pas le meilleur timing. Non, moi je dirais Katana, parce que l'avantage de ce genre de business, on parlait des marges, alors je ne connais pas du tout les marges de Katana, mais j'ai regardé à un moment, dans les derniers mois, j'ai jeté un coup d'œil sur Katana, et de mémoire, les chiffres étaient vraiment pas mal. Et forcément, quand on s'adresse à un public qui craint moins la crise, en plus dans un domaine, les loisirs, où les gens sont prêts à dépenser, c'est fou. Avant, les loisirs, c'était considéré comme cyclique, parce que c'était le premier truc que les gens, quand ils se serraient la ceinture, ils serraient les loisirs. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont inversées. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens préfèrent manger des pâtes et puis se payer, peut-être pas un catamaran, mais partir en vacances, en tout cas. Là où, il y a 20 ans, les gens ne seraient pas partis en vacances. Tu vois, avant, ils n'auraient pas acheté un produit technologique qui vaut cher. Ils n'auraient pas acheté, à une très très vieille époque, les premiers écrans plats qui valaient une fortune ou des premiers DVD, etc. Alors qu'aujourd'hui, ils vont préférer se serrer la ceinture pour s'acheter le dernier iPhone. Et donc, tout ça pour dire que, en termes de secteur, Katana, c'est quelque chose qui me plaît plus. Et je pense qu'il y a pas mal de tendances derrière ça. Tendance au plein air, tendance à s'évader, au loisir, dans un monde qui est de plus en plus oppressant, etc. Donc ouais, Katana, c'est pas mal. Ok, bon bah super. Bah, c'est fait éliminer par le gagnant de la Coupe du Monde. Qui est Melexis. D'accord. Okay. Donc semi-conducteur, etc. Ouais, mais okay. Ouais, Katana, c'est super. Bon bah ok. Ok, bon bah top. Petite question aussi que je pose aussi à tous les invités. Est-ce que tu aurais une ressource à partager peut-être pour tous ceux qui nous regardent? La caméra est là. Pour tous ceux qui nous regardent. Alors, moi, quand on dit ressources, je vais plutôt aller vers les livres. Bien sûr, il y a plein de chaînes, il y a plein de podcasts, etc., qui sont super intéressants, mais malgré tout le contenu hyper qualitatif qu'on trouve partout, et je suis consommateur de
produits digitaux, je veux dire, dans l'ensemble de contenu, mais je trouve qu'on a toujours du mal à trouver autant de valeur que dans un livre. Parce que quand tu écris, quand tu couches les trucs sur le papier, tu te dis comment ça va vieillir. Tu vois, il n'y a pas d'effet de mode. Comment ça va vieillir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. C'est des vérités qui sont pas absolues, mais en tout cas beaucoup plus que ce qu'on trouve sur les réseaux. Moi, j'ai beaucoup aimé plusieurs livres de finance comportementale. Donc la finance comportementale, c'est tout ce qui parle de psychologie des marchés. Et aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont un peu des références. Il y a Richard Thaler et puis il y a Daniel Kahneman. Les 2 sont prix Nobel. Ils travaillent un peu ensemble, mais pas trop. Ce qui est intéressant, Daniel Kahneman, donc ma ressource que je te recommanderais, c'est son livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow en anglais. Je crois que c'est Système 1, Système 2 en français. C'est pas un économiste, même s'il a gagné le prix Nobel d'économie, c'est un psychologue. Et c'est parmi le premier, avec son collègue Tversky, qui est malheureusement décédé avant qu'il ait le prix Nobel, donc lui n'a pas eu le prix Nobel. Donc ils ont fait plein d'études hyper intéressantes. Et en fait, ces études, au départ, elles n'étaient pas forcément faites pour la finance, en fait. Mais quand tu appliques ça à la finance, les émotions sont tellement présentes en finance que tu trouves des analogies partout. Et ce bouquin, même si ce n'est pas un bouquin de finance, quand tu le lis avec en tête la bourse, etc., tu vois des analogies tout le temps. Sur le biais d'ancrage qui fait que tu es ancré par rapport à ton prix de revient unitaire, ton prix d'achat, sur les effets de mode, le FOMO, tu vois, pourquoi tu rentres dans une tendance en général un peu au dernier moment, etc. Et en fait, le titre, donc c'est Fast and Slow en anglais ou c'est Système 1, Système 2, c'est parce qu'il dit qu'on a 2 manières de raisonner, enfin, on a 2 manières d'agir. On a un système qui est très rapide, instinctif, qui est donc très basé sur les émotions. C'est si y a une alarme incendie qui se déclenche et qu'on court tous les 2 dehors. Donc ça, on ne réfléchit même pas, ou on a une peur, il y a un serpent, peu importe. Et puis, il y a un deuxième espace du cerveau qui, lui, est beaucoup plus rationnel, qui réfléchit lentement, etc., etc. Et on croit tous qu'on fait appel à notre cerveau rationnel, quand en fait, on fait très souvent appel à nos instincts, en fait. Et cet instinct, c'est l'instinct moutonnier qui fait qu'on rentre tous dans les mêmes valeurs parce qu'on n'a pas envie de rester tout seul. Et ça, c'est ce qui se passait déjà quand on était dans des tribus il y a 3000 ou 4000 ans. C'était la même chose. En fait, c'est la même chose. Dans l'analyse technique, on essaie de deviner des figures et on va toujours trouver une figure, en fait. Tu vois, dans un graphique. On va toujours se dire, mais il y a une résistance là, même s'il n'y a rien en fait. Notre cerveau, il est habitué à trouver des formes. Parce que quand on était pourchassé dans la nature par des lions, etc., notre cerveau, il préférait voir des formes dans un buisson qui se dit, oups, c'est peut-être une bête sauvage, même s'il y a beaucoup de faux positifs, tu vois, très souvent ce ne sera pas le cas. Mais il vaut mieux que de temps en temps avoir raison. Donc, on trouve dans les nuages, tu regardes des nuages, devines, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui se passe sur les graphiques, tu vois. Donc, c'est valable pour l'analyse technique, c'est valable pour les bulles, les cracks, etc. Tout est hyper lié à cet aspect de nos 2 cerveaux. Et il faut comprendre comment marche notre cerveau instinctif pour essayer de le désactiver au minimum ou reconnaître un moment qu'on est en train de faire une bêtise et que ce n'est pas la bonne partie du cerveau qui marche. C'est passionnant comme bouquin, hein. C'est un peu gros, mais c'est hyper compréhensible. En plus, ce n'est pas du tout technique. Ok, bon bah super. Quel conseil tu donnerais peut-être, qu'est-ce que tu as conclu avec ce bouquin? Quel conseil tu donnerais pour être, on va dire, pour prendre des décisions plus rationnelles et tenir, on va dire, sur le long terme? C'est horrible parce qu'en fait, on s'aperçoit que quasiment à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a un biais cognitif derrière. On va piocher une idée chez un fonds connu parce que ça nous rassure. Tu vois, on va chercher les avis des analystes. Enfin, je sais pas, par exemple, une nouvelle va aller dans notre sens, on va la traiter. Et elle ne va pas aller dans notre sens, on va la minimiser, etc. Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Et ben, ça permet, moi, en tout cas, ça me permet d'avoir des règles simples, une discipline simple, donc un peu se couper du monde, parce qu'on est énormément influencé par les influenceurs, non mais par beaucoup de choses, en tout cas, même les médias, même ça peut être le management de la boîte, on est énormément influencé. Et moi, depuis que je suis sorti de ce monde financier, je pense que je suis meilleur investisseur parce que mon cerveau est déconnecté de beaucoup de choses. Je ne suis pas les tendances, je ne suis pas dans les... Tu vois ce que je veux dire? Mais du tout, même dans mon quotidien. Tu vois, j'habite pas dans une grande ville, je vis dans une petite ville des Landes, etc. Donc voilà, c'est apprendre à déconnecter un peu cette partie trop émotionnelle, qui est terrible en fait. C'est qu'on a abordé des aspects techniques aujourd'hui, comment choisir une bonne boîte, etc. Et on n'a pas trop parlé de la partie émotionnelle. Il y a plein de gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, ou ce bouquin.
Mais quelqu'un qui est très bon techniquement, mais qui n'arrive pas à être discipliné et à désactiver ses émotions, même s'il est très bon techniquement, il va quand même se faire avoir. Parce que rien que dans son analyse, il va être biaisé. Il va y avoir des ratios qui sont bons, puis la croissance va être moins bonne, il va dire « Ouais, mais c'est pas grave, finalement, elle a quand même bien, il y a 2 ans, il y avait quand même une bonne croissance, ou dans 2 ans, ça ira mieux, etc. » Donc, même son analyse, elle sera biaisée. Et à l'inverse, si on est très bon pour contrôler ses émotions, mais qu'on ne connaît rien du tout en finance, c'est mieux. Très franchement, c'est mieux. Je pense que la personne aura de meilleurs résultats, très probablement parce qu'elle va juste investir dans des ETF d'ailleurs. Mais le top du top, c'est les deux, c'est d'utiliser, c'est de bien désactiver ses émotions et de maîtriser un peu les bases de la technique. Et les bases de la technique, pour ceux qui ont eu peur des ratios, etc., je répète mon truc invert, always invert, le but, c'est de virer les mauvais. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous démarrez en bourse, si vous démarrez en bourse, déjà de virer les choses qui sont mauvaises, virer des crypto-monnaies mauvaises, des biotech, les trucs à la mode qui sont valorisés une fortune, etc. Virez ça et déjà votre performance et votre sommeil vont être bien meilleurs. Déjà commencez par éliminer les pires investissements en fait. Ouais, super conseil. Super conseil. Bah, écoute, je pense qu'on clôturera là-dessus. Est-ce que peut-être tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc moi, c'est principalement sous format vidéo podcast, donc au travers de la chaîne YouTube Zone Bourse, qui est aussi diffusée en podcast L'Art d'Investir. Après, sur YouTube, j'ai lancé ma chaîne perso, Xavier Delmas, et puis j'ai aussi un podcast Chercheur de valeur avec Victor Ferry, qui n'est pas du tout du monde de la finance, mais qui se passionne pour ça, qui est plutôt... qui fait de la rhétorique à la base, donc c'est intéressant de voir quelqu'un qui a une vision un peu différente de moi de la bourse. Donc voilà, principalement ça, YouTube et podcast. Ok, super. Et je précise aussi que dans tes vidéos, tu parles de ces ratios financiers. Donc pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec les ratios financiers, bon, il y a beaucoup de choses à voir. Donc ok. Mais écoute, merci beaucoup Xavier, merci pour toute la valeur et c'était très cool.